nous, on s'est posé la question, comment on allait faire au niveau local? Comment va se traduire le réchauffement climatique et quels seront ses impacts sur un territoire insulaire comme nous, en milieu tropical, comme celui de La Réunion? Vraiment, quels seront les impacts? Il faut vraiment connaître à ce niveau-là. Comment, pour la population et les activités humaines, qui devraient permettre l'épanouissement humain sans aggraver l'inégalité sociale, et aussi sans détruire la biodiversité animale et végétale à ce niveau-là. En effet, La Réunion, comme vous le savez, est classée parmi les 34 points chauds de la biodiversité dans le monde par l'UICN. Comment La Réunion doit se préparer et absorber ce choc, parce que c'est un choc climatique inévitable, et on s'est dit quels sont les instruments de la politique d'adaptation à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'on s'est emparé de cette question, et on a lancé en août 2022 une étude sur l'adaptation au changement climatique, que vous voyez là, à ce niveau-là. Pourquoi 2040? On peut s'interroger, on parle beaucoup 2050 quand on regarde les rapports, 2100 à ce niveau-là. Et nous, on a dit non, nous on prend 2040. Tout simplement pourquoi? C'est assez court. 2050, 2100, les gens ont l'impression que c'est loin. C'est pas encore, ça ne nous intéresse pas encore aujourd'hui. Ça va intéresser peut-être nos petits-enfants, mais nous, on n'est pas intéressés aujourd'hui. Donc, on se dit 20 ans c'est court, c'est rapide, pour mobiliser et se sentir concerné. Et puis, nous sommes aussi à l'échelle du nouveau schéma d'aménagement régional qui est en train, commence à être élaboré de nouveau par la région pour modifier et réviser. Et on sait très bien qu'un schéma régional, il faut 3-4 ans pour l'étudier, ça va durer 10 ans, il faut encore 3-4 ans encore après le temps de préparer le prochain. Donc ça nous ramène pile poil à 20 ans. Et on se dit, voilà, le 20 ans. Et autre chose, comme nous dit la Météo France, Madame Leroux, je ne sais pas si elle est là, mais je vais la citer quand même, elle nous disait les impacts du changement climatique ressentis actuellement sont le résultat des 20 dernières années d'émissions de gaz à effet de serre. Ce qui implique que les 20 prochaines années seront affectées par nos émissions actuelles à ce niveau-là. Donc c'est très important. Et donc, on constate aujourd'hui, malheureusement, que ces émissions ne baissent pas. Et ils vont prendre du temps à baisser. Il ne faut pas être naïf, hein, ça ne va pas passer à bout de baguette magique. C'est en fonction de la volonté des pays. Quand on sait que les 3 plus grands pays à démographie importante et industrialisée, que sont la Chine, les États-Unis et l'Inde, émettaient en 2020 plus de 50% des émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez très bien que nous, petites îles à notre niveau, nous devons faire des efforts à ce niveau-là, donner notre part au niveau français, au niveau européen, et on se dit, peut-être qu'il faut commencer à travailler sur comment nous adapter, comment absorber ce choc climatique qui est arrivé. Et c'est pour ça que le Conseil a décidé de réaliser cette étude en 2 phases. Une première que nous allons découvrir avec Écostratégie et FEDRE, les 2 bureaux d'études, c'est l'état des lieux, en fait, des connaissances sur la thématique. C'est-à-dire, on entend beaucoup parler de ce qui se passe à l'extérieur, le rapport du GIEC, et ainsi de suite. Mais à l'île de la Réunion, est-ce qu'on a les éléments pratiques, techniques, suffisants pour prendre des décisions? Ou bien il faut encore travailler, mettre en œuvre de la donnée pour qu'on puisse avancer. Et aussi, on essaie aussi de voir comment prioriser les politiques d'adaptation, parce que c'est large. Il y a peut-être des priorités, 1, 2, 3 à mettre en œuvre. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, c'est important que vous participiez aujourd'hui à ça, c'est clair. La deuxième, parce qu'il y a une suite, bien sûr, parce que là, on est sur l'état des lieux et les problématiques, et on propose, dans les prochains mois, de travailler sur des propositions opérationnelles, des politiques d'adaptation. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de partager avec vous, au 2e semestre 2023, on pense, comment ça avance. Et bien sûr, toujours pareil, nous comptons sur vos contributions. C'est-à-dire, un bureau d'études, c'est bien, mais chacun d'entre vous a quelque chose à dire dans ce genre de choses. A quelque chose à dire. Et les Réunionnais ont quelque chose à dire aussi. D'où l'importance de faire en sorte que ce genre de manifestations se multiplient de plus en plus pour vraiment sensibiliser les Réunionnais à ce qui nous attend à demain. Merci de votre attention. Daniel ? Merci. Avant de donner la parole au bureau d'études qui a travaillé, il est peut-être important de donner un petit coup de projecteur et dire qui ça il est. Donc,
Qui ça, il vient écoute à autres là? Est-ce qu'on en a des membres du CCEE? Est-ce qu'il est possible de lever la main, nous fait vite, hein, à la volée? CCEE. OK. Mais si, l'autre organisme consultatif, le Césaire, merci. Est-ce qu'on en a des gens des collectivités territoriales? OK. On a fait une liste, hein, après on oublie. Est-ce qu'on a des associations? Bon, il faut faire une photo à chaque fois, il n'y a pas. Est-ce qu'on a des étudiants? Oui, à l'université, c'est chouette. Bien. Après, nous, ça donne le relais, hein, le flambeau est de votre main. On a 141 personnes, m'en compté comme ça, peut-être m'en trompé, 660 que l'avait dit que vous vient. Ce qui est pas mal. Est-ce qu'on a des experts? Vous connaissez l'habitude, pas trop aimer ce genre de mots, mais alors experts, bureau d'études, consultants, voilà, de tout poil, de tous les domaines. Les bons, yes. Ma liste est faite. On a une chambre consulaire. On va dire moi un peu s'il manque. Chambre consulaire. OK. Artiste. Et si les artistes ne s'emparent pas de cette cause, comment on va faire? Les politiques, des élus, des hommes politiques. Un courageux mamaille. Il a trouvé un créneau dans son emploi du temps, c'est bien. Parce qu'il y a des gens du corps enseignant, du maternel au lycée, en dessus du lycée, universitaire, enseignant universitaire. Yes. Éducateurs, animateurs, travailleurs sociaux, tous ces gens qui travaillent avec la population, où ça est-il? OK, il y en a 2. Yes. On l'avait noté aussi, organismes de formation, pour les adultes, pour les gens que la fine quitte. Voilà, OK, il y en a 2 là-haut. Après, le dernier m'a trouvé, c'est journaliste et communicant. Si, il y en a un dernier, c'est citoyen engagé, qui n'a aucune raison d'être là, sinon vous êtes militantistes, bravo aux autres. Donc, vous savez à qui vous avez affaire. Vous avez étudié pendant plus de 6 mois, 8 mois, depuis août. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Quand Bana sera fini, nous aura à peu près 15 minutes pour que vous étudiez nous un peu votre questions et votre point de vue que vous voudrez développer après le café. C'est bon? Donc, pendant 15 minutes, nous allons prendre à la volée toutes les questions que vous avez, nous allons faire des regroupements, évidemment. Nous allons prendre aussi les gens qui ont un point de vue à donner, c'est quoi? Et après la pause, l'échange va commencer comme ça. Ça vous va? C'est bon? Enfin, genre pouce levé, on va faire une réaction. Ou alors, ouais, on a 2. Bon, ben les autres, désolé. Hein. Bon, merci. Je démarre. Donc, comme l'a expliqué Monsieur Haro, hein, l'objectif de ce premier temps, c'est du moins de restituer l'étude, donc qui est un document d'une centaine de pages. Donc, on va essayer de faire l'exercice de manière synthétique. Le rapport, de toute façon, sera disponible sur le site du CCEE par la suite avec les détails. Donc, on va rappeler la méthodologie qu'on a développée ici. Et puis, en fait, on va vous expliquer un petit peu les constats et les prévisions qui ont été faites à l'échelle de l'océan Indien et de la Réunion. On découlera sur l'analyse des vulnérabilités, quelques premières pistes d'action. Donc, l'objectif de ce premier temps d'étude n'était pas de détailler précisément les actions opérationnelles ou les politiques publiques, mais bien d'avoir des premières pistes sur lesquelles on souhaiterait que vous puissiez réagir dans un deuxième temps. Et enfin, donc, les perspectives de l'étude qui ont déjà de toute façon été rappelées par M. Haro. Donc rapidement, on est un groupement de bureaux d'études réunionnais, donc représenté par Jules Dieudonné et son bureau d'études CEDRE, et donc Écostratégie Réunion, bureau d'études qui travaille dans l'environnement et l'énergie depuis 2008 à La Réunion. Il y en a une qui est passée un peu vite. Ouais, voilà. Donc sur la méthodologie, en fait, on s'est basé sur deux aspects. Le premier, c'était de pouvoir avoir une revue bibliographique, donc de documenter en fait et d'identifier les différents rapports, analyses, études qui étaient disponibles à l'échelle mondiale, mais surtout à l'échelle de l'océan Indien et de la Réunion.
Et c'était une demande du CCE, mais il nous semblait essentiel de pouvoir rencontrer les acteurs locaux qui œuvraient de près ou de loin avec l'adaptation au changement climatique et de savoir comment c'était intégré dans leur mission quotidienne. Donc on a identifié pas mal d'acteurs et on les a regroupés par thématique pour pouvoir les rencontrer sous forme d'entretiens groupés. Donc voici les thématiques qui avaient été retenues. Il y avait la biodiversité, l'aménagement du territoire et la construction, dans lequel on a intégré la thématique des déplacements et de la mobilité, l'agriculture, les risques naturels, et on a mis ensemble tout ce qui était études, recherches, services climatiques, notamment avec Météo France, et les financeurs ou bailleurs de fonds qui sont essentiels pour pouvoir subventionner ces études. L'eau étant une thématique prépondérante qu'on peut retrouver dans chaque thématique, on a préféré la traiter de manière transversale. Donc sur une trentaine d'acteurs sollicités, on en a rencontré une dizaine. Donc c'est vrai qu'on a eu aussi des contraintes de calendrier en fin d'année 2022 qui ont fait aussi que les organismes contactés n'étaient pas forcément disponibles. Un des points aussi, une des difficultés, c'était de savoir qui dans l'organisme contacté avait en charge, entre guillemets, était la porte d'entrée sur le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Donc c'est vrai que ça pose un peu la question d'un référent de ce type dans les différents organismes. Donc malheureusement, au niveau de la biodiversité, on n'a pu rencontrer personne. Mais sur l'aménagement du territoire et de la construction, on a pu aborder avec l'Agora, le service de la région en charge du SAR et le laboratoire Piment, cette thématique qui, au vu des enjeux d'étalement urbain, de pression foncière et de difficultés en termes de transport, était essentielle. L'agriculture, bien sûr, avec la Chambre d'agriculture et la DAF. L'agriculture qui est une activité qui subit déjà d'importantes difficultés et qui, de fait de son travail, est soumis au climat et donc sera soumis au changement climatique. Les risques, la Réunion est une petite île qui rencontre et qui subit une multitude de risques naturels. Donc sa gestion, à la fois dans les risques naturels mais dans les ressources, était aussi important à rencontrer. Et puis au niveau des études et des services climatiques, on a pu donc rencontrer Marie-Dominique Leroux de Météo France, qui nous a notamment présenté le projet Brio, et on y reviendra juste après. Je laisse la parole à Maud qui va du coup vous présenter les constats qui ont été faits à la Réunion. Alors, si on rentre dans le vif du sujet, avec les constats qui correspondent à la synthèse de tous nos entretiens et des recherches bibliographiques qu'on a effectuées, pour faire ces constats, on a utilisé la méthode de l'entonnoir, qui a principalement deux avantages. Le premier, c'est qu'elle nous a permis de replacer la Réunion dans un système planétaire, mais également dans le phénomène global qu'est le changement climatique. Et ça nous a aussi permis de souligner le fait que le changement climatique a des répercussions mondiales en provenance d'activités localisées. C'est-à-dire que c'est un phénomène assez injuste puisqu'on en ressent les conséquences dans des lieux qui n'ont pas forcément fait d'activité émettrice de CO2. Le deuxième avantage de l'approche en entonnoir, c'est de disposer de données de comparaison dans le monde pour replacer la Réunion et pour pouvoir justifier objectivement d'une urgence climatique qui est cette fois-ci indéniable. Donc on commence avec l'échelle mondiale, donc notre descente d'échelle. Quelques constats à l'échelle mondiale. Le premier, le plus commun, qui concerne les températures. Depuis la période pré-industrielle, c'est-à-dire à peu près moins de 2 siècles, la température a augmenté de 1,1 degré. Le réel problème avec cela, c'est que, comme il a été dit à la COP de 2015 par les experts du GIEC, on devrait limiter l'augmentation de température à 1,5 degré à la fin du siècle. Or, selon ces mêmes experts, d'ici 2025, la limite sera atteinte, et 2025, c'est dans même pas 2 ans. En lien avec cette augmentation de température, les concentrations records de gaz à effet de serre. Donc, comme on le voit sur ce graphique, on avait une certaine cyclicité de la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis 800 000 ans, avec des hausses, des baisses, certes, des variations qui n'étaient pas forcément homogènes, mais une certaine cyclicité. Et depuis l'ère pré-industrielle, et notamment selon les experts du GIEC, depuis 1970, 80% des émissions
de CO2 et notamment via l'utilisation d'énergie fossile et du pétrole brûlé. Donc avec ce chiffre astronomique de 190 milliards de mètres cubes de litres de pétrole brûlé, on arrive à des concentrations records de CO2 dans l'atmosphère jamais atteintes. Donc ça, c'est de l'ordre de données scientifiques, mais si on parle de données observables et vraiment palpables, on parle beaucoup de la fonte des glaciers, avec l'exemple de la mer de glace dans le massif du Mont Blanc qui, en moins d'un siècle, a perdu 120 mètres d'épaisseur, c'est-à-dire qu'elle est réduite à un tiers de ce qu'elle était, donc elle est forcément vouée à disparaître. Le glaçon va fondre dans les années à venir. Si on continue notre zoom avec l'échelle de l'océan Indien, donc d'abord, avant de parler de l'océan Indien, il faut rappeler le rôle des océans dans le climat, qui n'est pas forcément évident. Mais oui, les océans permettent de réguler le climat et on les qualifie même de garants de la stabilité climatique de la Terre via deux rôles. Donc le premier, il est lié au couple océan-atmosphère et la circulation océanique, notamment de courants comme le Gulf Stream qui se forment dans les eaux du Mexique et qui permet de transporter non seulement des matières chimiques et des éléments chimiques, et des masses de chaleur, c'est-à-dire qu'en gros, c'est répartir la chaleur du globe via l'océan. Deuxièmement, un rôle essentiel de l'océan dans la régulation biologique, avec sa capacité de pompage biologique qui lui permet de séquestrer le carbone via les algues, c'est-à-dire que le CO2 présent dans l'air qui se dissout dans les océans est utilisé par les algues et les micro-organismes pour faire de la bioconstruction. Ces éléments vivent, puis meurent, et lorsqu'ils tombent au fond de l'eau, ils s'agrègent dans la couche océanique, sédimentent, et c'est comme ça qu'on peut piéger pendant des centaines, des milliers d'années, voire des millions de CO2 qui ne sera pas dans l'atmosphère pour réchauffer encore plus l'atmosphère. Donc ces océans ont un rôle essentiel, mais ils sont menacés par plusieurs phénomènes. Le premier, c'est celui qui est lié à l'augmentation des températures de l'océan, c'est l'acidification des océans, qui a des conséquences biologiques dramatiques, puisque notamment certaines espèces sont dissoutes. En fait, elles ne peuvent physiquement pas exister à une certaine température et à un certain pH, donc elles sont dissoutes, donc ce qui engendre des trous dans les chaînes trophiques. Sauf que, comme vous le savez, la nature a ses cycles, et donc si dans une chaîne trophique, un élément n'existe plus, c'est l'entièreté de la chaîne trophique et de l'écosystème marin qui se retrouve déstabilisé, avec des conséquences bien plus larges qu'une espèce qui ne peut plus exister. Deuxième constat sur les océans, c'est l'élévation du niveau de la mer, qui est aujourd'hui évaluée en moyenne à 3,4 mm par an, donc en moyenne, et cette élévation va avoir des conséquences de deux types. La première, c'est pour les îles à haute altitude, de l'intrusion saline, c'est-à-dire que les niveaux marins montent, l'eau s'infiltre dans les nappes phréatiques et les eaux ne sont plus potables. Donc ça, c'est le phénomène qui concerne les îles à haute altitude, et les îles à faible altitude peuvent être concernées par ce phénomène, plus un deuxième phénomène qui est la submersion, tout simplement la disparition de l'île par submersion. Donc si on en vient à l'océan Indien, donc ce qui nous concerne, en termes de température, on constate que l'océan Indien est le principal contributeur dans l'augmentation des températures, comme vous le voyez dans le tableau, avec des chiffres tant sur l'océan Indien oriental que occidental, qui sont bien supérieurs aux océans Pacifique et Atlantique. Le problème étant qu'à ces températures et à ces échelles de température, aucune barrière de corail ne peut être qualifiée de saine et en bonne santé, puisqu'on se retrouve avec des cimetières coralliens. Et là encore, à l'image toujours dans l'idée que les océans sont essentiels dans le cycle terrestre, c'est que bien qu'il représente 2% du plancher océanique, l'océan abrite un quart des espèces marines. C'est des réservoirs de biodiversité rares, et c'est parmi le réservoir de biodiversité le plus important de la planète. Deuxième rôle des barrières de corail, c'est la régulation de l'érosion des côtes et des littoraux, à l'instar des mangroves qui permettent aux îles de faire face aux intempéries et aux cyclones en protégeant leurs côtes. Sans barrière de corail, les îles sont totalement vulnérables aux intempéries, aux inondations, aux pluies, etc.
Enfin, en ce qui concerne l'augmentation du niveau marin, l'océan Indien est encore une fois gravement touché, puisque, comme je vous ai dit tout à l'heure, la moyenne est de 3,4 mm par an. Or, dans l'océan, on constate, comme le montre ce graphique, que l'augmentation est de 3,8 mm par an. Ça, c'est une étude qui a été faite entre 1993 et 2010. Donc l'augmentation, là encore, est bien plus rapide et ça peut avoir les conséquences, comme on a dit précédemment, de submersion, d'érosion des côtes ou d'intrusion saline, comme on a les exemples dans les îles de l'océan Indien, qu'on va présenter ensuite. Alors pour commencer, Madagascar, donc, qui subit en fait pleinement les effets du changement climatique, parce qu'on le qualifie de désert de poussière rouge. C'est-à-dire qu'avec les actions de l'homme, donc en termes de déforestation et les sécheresses, il n'y a plus aucune barrière contre cette poussière rouge qui s'étend sur tout le territoire, que ce soit dans les poumons des Malgaches ou sur les cultures qui sont incultivables du coup. En lien avec donc l'agriculture, la crise alimentaire majeure dans le sud, en fait cette crise alimentaire fait énormément de débat, puisque selon certains scientifiques, c'est la première crise qui est exclusivement due au changement climatique. C'est-à-dire que les autres crises alimentaires étaient forcément dues à des conflits ou à une situation politique instable dans le pays, mais selon certains experts, cette crise-là est uniquement due au changement climatique. Bon, elle fait débat, puisque selon d'autres experts, c'est pas uniquement dû à ça, mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'entre 2019 et 2021, Madagascar a connu une sécheresse de 24 mois d'affilée, ce qui a amplifié les conséquences de cette crise alimentaire, et cette sécheresse est bien due au changement climatique. Donc c'est forcément des conséquences dramatiques pour Madagascar. Enfin, Madagascar a été classé par les Nations Unies comme l'un des pays les plus vulnérables face au changement climatique. Donc la vulnérabilité face au changement climatique, c'est décrit par les Nations Unies comme l'incapacité de faire face et d'être résilient face au changement climatique, avec les difficultés que Madagascar possède déjà sans des immenses conséquences du changement climatique. On a du mal à imaginer cet état résilient face à un changement climatique dans les années à venir. Ensuite, les Maldives, qui sont à mettre en lien avec les problèmes de submersion marine dont on a parlé tout à l'heure, puisque le point culminant des Maldives est, attention, à 2,30 m et 80% de son territoire n'excède pas 1 mètre d'altitude. Autrement dit, la disparition des plages est déjà enclenchée, et les palmiers sur les plages tombent un à un, puisque le sol n'est plus meuble car le niveau monte. Le problème pour des États comme les Maldives, c'est que l'économie repose exclusivement sur le tourisme, et s'il n'y a plus de plages paradisiaques, il n'y aura plus de touristes. Or, il n'y a pas de terre cultivable. C'est donc l'économie qui s'effondre. On a l'exemple également avec les Seychelles, où là on peut parler de catastrophes biologiques avec des espèces rares qui sont en voie de disparition, comme la tortue géante, ou comme on a parlé tout à l'heure, de cimetières coralliens qui ne permettent plus de protéger les côtes, qui laissent l'île vulnérable aux pluies, aux inondations et aux cyclones. Et enfin, si on finit notre descente d'échelle avec la Réunion, donc un dernier zoom, on peut parler des constats à la Réunion, comme l'illustre cette photo de la cascade Niagara complètement à sec. Donc le constat qu'on peut faire premièrement sur la Réunion, c'est dans les 20 dernières années, donc en 2004 et 2017, une augmentation de 20% des émissions de gaz à effet de serre, qui est associée donc à une augmentation de la consommation énergétique fossile, et ça c'est lié à l'augmentation de l'utilisation de la voiture et au développement du transport en voiture. Toujours lié à cela, les températures. Comme le montre ce graphique, on n'a jamais eu des températures aussi élevées sur le territoire, avec depuis 50 ans une hausse de 1 degré. Et si vous observez la courbe de tendance qui a été faite via ce graphique, on voit que ça laisse présager un avenir caniculaire pour la Réunion. Enfin, en ce qui concerne la ressource en eau, et donc les précipitations, sécheresses, on constate que c'est un élément un petit peu compliqué à cerner, parce que c'est difficile à observer et à prévoir. Enfin, Sarah vous en parlera tout à l'heure aussi dans les prévisions. C'est pas un élément facile à prévoir, donc on peut parler seulement de tendance. Et en termes de tendance, on constate que les inondations et les sécheresses apparaissent de plus en plus fréquentes, et pourtant,
on constate une baisse du cumul des précipitations dans le sud-ouest. C'est-à-dire qu'en fait, les sols ne sont plus capables de stocker de l'eau et l'eau s'infiltre ou va directement à la mer et fait une mer chocolat. Voilà. Enfin, avec les phénomènes climatiques catastrophiques, là encore, c'est difficile à observer, difficile à décrire, mais la tendance va à l'intensification des phénomènes, mais pas forcément l'augmentation de fréquence. Du coup, je vais laisser la parole à Sarah qui va vous parler des prévisions pour la Réunion. Donc, suite au constat, on a regardé les prévisions donc, sur cet horizon 2040, bien qu'on soit un peu plus loin, hein, parce que les prévisions climatiques fonctionnent sur des échelles un peu plus longues. Donc on a appliqué la même démarche d'entonnoir. On a regardé à l'échelle mondiale, à l'échelle de l'océan Indien et à l'échelle de la Réunion. L'échelle mondiale, je ne vais pas trop m'attarder parce que tout le monde a entendu les pronostics, hein, ce plus 1,5 degré qui sera probablement dépassé d'ici 2 ans, mais donc une augmentation globale des températures. Je vais tout de suite passer à l'échelle de l'océan Indien et vous parler brièvement du projet BRIO, donc qui a été lancé par la Commission de l'océan Indien en partenariat avec Météo France et financé par l'AFD, qui avait pour objectif de repartir en fait des modèles climatiques planétaires mondiaux qui sont utilisés par les GIEC et de pouvoir proposer en fait des prévisions à l'échelle régionale. En fait, les modèles climatiques à l'échelle planétaire fonctionnent sur des résolutions de 150-200 km qui sont peut-être suffisants pour avoir une image globale au niveau mondial, mais qui sur nous, à l'échelle de l'océan Indien et sur des petites îles comme la Réunion, passent complètement inaperçus. Donc l'objectif, c'était vraiment de pouvoir régionaliser ces résultats et pour pouvoir pour pouvoir avoir plus de visibilité sur les impacts et donc s'adapter et proposer des solutions en lien avec les effets qui seront observés. Donc c'est un projet qui vient de se terminer et donc on a quelques résultats avec donc une augmentation hein, des températures. Donc de plus 3 degrés en 2100. Tu peux passer à la suivante, Maud. Donc en fait, il y a 3 scénarios qui ont été étudiés. Donc le rouge qui va un peu vers le bas, qui porte le nom RCP 2.6. Mais en fait, c'est le scénario avec la mise en place de politiques d'action publique volontaires et efficaces de réduction des effets de gaz à effet de serre. Le jaune, celui qui est médian, c'est plutôt celui qui va chercher à stabiliser les concentrations de CO2. Et puis la courbe violette, c'est le scénario sans politique d'action. Donc on voit bien de toute façon que jusqu'à peu près 2050, la température augmente, quel que soit le scénario. Et on revient à cette histoire d'inertie et ce que M. Waro a expliqué au début. On subit les 20 dernières années et on va faire subir les 20 prochaines années aux futures générations. Mais on voit qu'en fonction des scénarios, ça évolue. Donc je vous ai parlé de la température. Là, on a souhaité focaliser sur un phénomène qui est celui des journées chaudes, l'augmentation de journées chaudes à La Réunion. Donc les journées chaudes, elles sont considérées au-dessus ou égales à 31 degrés. Il y a eu l'exercice qui a été fait aussi pour les nuits chaudes, au-dessus de 24 degrés. Et donc on voit bien qu'on passe à plus de 120 journées chaudes d'ici 2100 sans politique d'action. Donc c'est la courbe violette. Donc c'est à peu près un tiers de l'année. Et ce qui va forcément influencer donc d'autres consommations type climatisation, où forcément les besoins vont augmenter et donc la consommation énergétique de manière globale. Sur les précipitations, comme l'a précisé un peu Maud, c'est un peu plus, voilà, il y a une variabilité saisonnière qui est un petit peu plus difficile à prévoir. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a une intensification des phénomènes extrêmes, donc des inondations et des sécheresses, un allongement de la saison sèche et donc une diminution de ces précipitations qui est variable, puisque on sait à La Réunion, il y a de nombreux microclimats. Mais donc c'est vrai que cette variabilité saisonnière et cette multitude de microclimats fait que ça va évoluer. Ce qui est sûr, c'est que les sécheresses vont effectivement, ce que Maud expliquait un petit peu tout à l'heure, c'est que les sols seront moins en capacité de pouvoir absorber cette eau, qui va du coup plus ruisseler et entraîner des phénomènes d'érosion du sol au niveau des océans. Le problème de la ressource en eau et du stress hydrique. Et juste, je voulais rajouter quelque chose sur les températures. C'est vrai que donc Maud vous a présenté tout à l'heure un peu le rôle essentiel des océans.
Nous, à La Réunion, en fait, on voit que par rapport au reste de l'océan Indien, on subit un peu moins les augmentations de température, parce qu'en fait, on est une petite île et que l'océan joue quand même son rôle de régulateur thermique. Alors qu'en fait, les simulations qui ont été faites au niveau de Madagascar, qui peut être considérée comme une île-continent, ou même l'est du continent africain, on note des augmentations de température beaucoup plus fortes. Donc en fait, on a ce contexte insulaire qui joue aussi un avantage dans la régulation et dans l'atténuation un petit peu des effets du changement climatique. Et sur les phénomènes cycloniques, c'est là aussi très compliqué, mais en tout cas, a priori, la tendance serait vers une diminution du nombre total de cyclones, mais une intensification des phénomènes et une modification de la trajectoire qui devrait passer un peu plus au sud et donc potentiellement toucher plus facilement les terres habitées. Je laisse la parole à Jules sur la partie vulnérabilité. Alors, merci. La question de la vulnérabilité, ce n'est pas un concept, c'est une réalité. Je prends un exemple. J'étais récemment dans le sud malgache, j'étais en bonne santé. Je me suis juste fait une petite égratignure sur la jambe droite. Et aujourd'hui, je suis très vulnérable puisque ma jambe s'est infectée. Et ça veut dire que n'importe quel petit phénomène qui peut arriver, soit climatique ou autre, voire me gagne un coup de cogne sur la même jambe, ça peut aggraver mon état. Et donc, je suis vulnérable. Comme nous, tous on l'est aujourd'hui, ici, on est tous vulnérables, sauf que on considère que c'est un concept qui est éloigné de nous en général. La vulnérabilité, c'est ce qui mesure notre fragilité. Et pour aller plus loin dans ce qui concerne cette étude, l'idée de cette étude, c'était de voir finalement toutes ces prévisions ou toutes ces évolutions qu'on voit ou qu'on prévoit, comment elles vont affecter notre environnement proche ou notre environnement plus ou moins lointain. Et donc, puisqu'on vous a présenté cette démarche en entonnoir, on a essayé de voir aussi sur quel secteur, domaine, la vulnérabilité pouvait apparaître. Alors, dans cette présentation qu'on vous fait aujourd'hui, qui est une restitution, on ne peut pas bien évidemment résumer les 100 pages d'études et les résultats qu'on a, mais vous les aurez de manière détaillée. Ici, on a voulu faire une focale sur 3 types ou 3 situations de vulnérabilité. Une première situation qu'on a appelée stade critique. Ça ne veut pas dire que c'est, entre guillemets, trop tard, c'est juste, c'est critique. Une deuxième situation qu'on essaie de regrouper sous le terme alarmant, et puis une troisième sous le terme préoccupant. Alors, entre alarmant et préoccupant, il n'y a pas grand-chose de distance, mais on a voulu différencier pour bien avoir cette analyse détaillée et permettre ensuite la réflexion, soit par action, soit par thème. Et donc, pour prendre quelques exemples ici, si on prend le stade critique, le milieu naturel, les ressources hydriques et l'assainissement, l'agriculture et l'énergie sont, par notre analyse, c'est une analyse qui ne concerne bien sûr que ce qui ressort du débat avec les experts et puis notre analyse à nous, les milieux naturels sont effectivement en stade critique. Alors, on pourrait prendre plein d'exemples sur les milieux naturels, mais nous, on a voulu focaliser sur les espèces exotiques envahissantes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, une espèce exotique qui arrive à La Réunion a plus de capacité à s'adapter au changement climatique qu'une espèce endémique qui n'a connu qu'un seul type de climat. Et donc la plante qui sort de dehors va proliférer beaucoup plus facilement que la plante locale et qui, elle, n'a pas l'habitude de voyager. N'y voyez aucune image ou aucune suggestion, c'est simplement le fait que la plante qui a l'habitude de voyager est plus adaptée au changement que celle qui est locale. Concrètement, ces espèces exotiques envahissantes sont réellement un défi pour La Réunion. Et c'est ce qui marque le trait de vulnérabilité de notre biotope. Si on prend les ressources hydriques, vous l'avez vu, alors on dit souvent, oui, la sécheresse dans l'ouest, dans les hauts, dans les bas, c'est conjoncturel. Eh bien, posez la question aux agriculteurs ou aux instances qui travaillent, je crois que la Chambre d'agriculture est dans la salle, non, c'est pas conjoncturel, ça devient de plus en plus structurel, et le secteur agricole est un secteur aujourd'hui vulnérable. La question de l'eau, la question de la ressource... Ah, je ne parlais pas dans le micro, vous m'avez entendu avant? Ah, bon, quel bel organe. Donc, excusez-moi, je n'avais pas vu que je ne parlais pas dans le micro. Et donc, l'agriculture est vulnérable. Et si on parle de l'eau, c'est une vraie question. Imaginez qu'on doive transporter l'eau en citerne depuis les bas vers les hauts pour alimenter les agriculteurs ou les éleveurs des hauts. Bien sûr que ça ne s'est jamais passé. Non, je mens. Ça se passe tous les ans actuellement. Tous les ans actuellement, les agriculteurs dans les hauts demandent de l'eau parce qu'ils n'ont plus d'eau pour leurs bêtes. Et donc, il y a des camions citernes. Vous voyez comment on peut... Et attention, on parle de l'Ouest, mais dans l'Est, qui est réputé être humide, je crois qu'il y a un élu de l'Est ici,
dans l'Est, il y a de la sécheresse. Alors qu'on disait que l'Est était une zone au vent, donc avec de l'eau irriguée, etc. Donc on voit bien que ça peut changer très rapidement ces affaires de vulnérabilité. Il suffit d'une condition, d'un aléa, pour que tout au tout, ça bascule. Et c'est bien ça qui explique la situation critique des choses. Parce que ça peut basculer d'un instant à l'autre. Moi, par exemple, si je prends mon exemple, ma jambe, elle peut se surinfecter du jour au lendemain, je suis vulnérable. Bien, le secteur agricole, aujourd'hui, il est dans une situation critique, mais personne n'en parle, ou en tout cas, on ne s'en rend pas compte parce qu'on a l'habitude de penser que c'est conjoncturel. L'énergie, alors oui, on parle d'autonomie énergétique ou d'autonomie électrique. On se pose la question d'ailleurs au cours de nos entretiens, on ne savait plus trop si la priorité c'était l'autonomie électrique ou l'autonomie énergétique. Certes, c'est une volonté, c'est un objectif, sauf que on ne peut pas parler d'autonomie énergétique sans parler de notre dépendance aux importations. Même si on était autonome avec du bois, ce serait du bois importé. Et donc, c'est 49% de notre autonomie en moins. Concrètement, ici à La Réunion, c'est 80% de dépendance par rapport aux exportations. Secteur un peu moins critique, mais quand même tout aussi alarmant. Donc, les transports, l'aménagement et l'habitat, l'industrie service, la pêche et les ressources halieutiques. Je n'ai pas pris mes lunettes, mais c'est gros. Donc j'ai essayé de pas lire le texte, mais de vous dire simplement quelques exemples à travers ce que vous voyez là-haut, peut-être mieux que moi parce que j'ai pas pris mes lunettes. Transport et déplacement, vous avez vu les chiffres, vous avez entendu les principaux gaz à effet de serre qui sont émis à La Réunion le sont parce que ce sont des déplacements individuels. J'aimerais rappeler aussi, concernant la vulnérabilité des ménages, c'est que le post-déplacement dans le budget des ménages est systématiquement le poste de dépense le plus élevé. En France, j'ai l'habitude de dire en France, certains me reprendront en disant en métropole, en France, qu'il s'agisse d'une grande ville ou d'une petite ville, le poste déplacement n'est pas celui qui arrive systématiquement en tête année après année. C'est souvent l'habitat, l'alimentation, mais jamais le poste déplacement. Transport collectif organisé, autres moyens de déplacement, etc. À La Réunion, systématiquement, les statistiques de l'INSEE montrent que le poste déplacement est le premier poste le plus important des ménages réunionnais. Et ça, année après année. Ce qui veut bien dire que si jamais nous ne faisons rien en termes de transport collectif, le changement climatique, les aléas, imaginez les émissions de gaz à effet de serre qui continuent à augmenter, imaginons, avec l'importation de véhicules individuels. Je vous dis juste un chiffre, ça c'est des statistiques qui sont vérifiables par tous, on immatricule en net à La Réunion tous les ans 35 000 véhicules individuels supplémentaires. 35 000 véhicules individuels supplémentaires. À 4 mètres de long, en disant 3,50 mètres, mais prenons 4 mètres pour faciliter, ça veut dire 120 km de route nationale à construire. Je fais véritablement un stop là-dessus pour qu'on prenne bien l'ampleur du chiffre. Donc c'est alarmant. C'est alarmant parce que s'il n'y a pas de politique de transport collectif performante, eh bien, n'ayant pas le choix, on continuera à acheter des voitures et des voitures individuelles. En moyenne, 1,3 personnes dans une voiture, en moyenne, si les chiffres n'ont pas varié. Concernant l'aménagement, l'industrie et services, je vais faire une focale sur l'aménagement et notamment le bâti. Il y a une chose dont on ne se rend pas compte systématiquement, sauf si on va à la plage dans l'ouest, certaines plages dans l'ouest où vous voyez que les racines des filao commencent à être aériennes depuis un petit moment d'ailleurs. On parle du recul du trait de côte. Alors c'est visible dans certaines plages de l'île, c'est visible dans certaines zones de l'île, mais il ne faut pas croire que ça se passe que dans ces zones-là. Alors on me dira, c'est pas que le changement climatique, il y a aussi l'activité anthropique de l'homme, enfin l'activité de l'homme, qui fait que sur certains endroits, il y a un recul du trait de côte plus important. Le recul du trait de côte, c'est-à-dire que la côte recule vers l'intérieur. D'accord. Maud a rappelé tout à l'heure que le montée des eaux, c'est 3,8 mm en moyenne dans l'océan Indien. 3,8 mm, ça se traduit comment? Sur une plage qui est relativement plane ou sur une côte qui est relativement abrupte. C'est sûr que ce n'est pas la même amplitude. Mais concrètement, les côtes où il y a plus de platitude ou de planitude, même 3,8 mm, ça peut faire un recul de 10 mètres ou de 20 mètres. Ça dépend de la géographie ou de la topologie de la côte. Concernant l'industrie, alors j'insiste sur la partie urbanisme parce que le trait de côte, personne ne le mesure, ou quand on le mesure, on fait comme si c'était pas très grave finalement, parce qu'on pourra toujours s'adapter. Je ne sais pas si reculer une maison, c'est grave, mais ça coûte cher. Ça peut être grave sur le plan affectif, mais ça coûte cher. Et donc, il faut voir si ce stade alarmant, on le prend suffisamment en compte
dans nos politiques publiques qui vont ou qui devraient être mises en place. Pour l'industrie et les services, moi j'insisterai juste sur la question de la dépendance. Certes, nous l'a fait, mais beaucoup d'importations pour faire. Et donc ça conditionne effectivement tout ce qui suit. La chaîne logique, c'est, on était la semaine dernière à un club des DGS, c'est ça ? Club des DGS, on parlait du traitement des déchets. Vous voyez bien que ça conditionne aussi la consommation et le traitement des déchets derrière. C'est pas forcément lié au changement climatique, mais la consommation et le traitement des déchets, ça veut bien dire qu'on a utilisé des énergies fossiles en amont pour les transporter, pour les produire, les emballages, etc. Donc tout est lié. Pêche et ressources halieutiques, là-dessus, il y a à la fois de l'aspect anthropique, sur pêche, etc., même si on la gère de mieux en mieux, mais ça existe toujours. Mais imaginez que les récifs coralliens ne jouent plus leur rôle de pépinière ou de pouponnière, ça veut dire que toute la pêche côtière disparaît. À La Réunion, comme ailleurs, à Madagascar, j'étais à Madagascar, de moins en moins de prises sur les côtes. Alors c'est lié aussi à la surpêche, mais c'est lié surtout au changement climatique. En tout cas, il y a débat encore là-dessus, mais bon, il y a un résultat qui est intangible, c'est que ça diminue, les prises diminuent. À Rodrigue, à côté de chez nous, ils ont mis en place ce qu'on appelle le repos biologique pour les ourides qui étaient surexploités. Ils se sont rendus compte effectivement que si on prend garde à cela, parce que c'était devenu alarmant chez eux, eh bien on arrive à reconstituer, j'aime pas ce mot, les stocks. Parce que les stocks, on est toujours dans une problématique utilitariste de l'environnement. Mais bon, ils arrivent quand même, grâce à une politique de mise en place de réserves biologiques, à reconstituer les stocks. Stade préoccupant, tout ce qu'on a dit là, bien sûr, doivent préoccuper les acteurs du tourisme réunionnais. Si vous venez dans un pays, c'est pour découvrir des choses qui sont belles, des choses que vous ne voyez pas ailleurs. Et si notre originalité, c'est de proposer ça, eh bien, le changement climatique va éliminer au fur et à mesure tous ces aspects qualitatifs qu'on a pu avoir pendant 3 siècles d'habitation à La Réunion ou de colonisation de La Réunion. J'aime pas non plus ce mot-là, mais c'est un mot qui s'utilise pour les plantes, donc on va l'utiliser comme si c'était pour les plantes. Santé publique. Oui, je vois que ça réagit dans la salle. Mais santé publique et sécurité, vous avez vu, le coronavirus, ce n'est qu'un épiphénomène, mais qui a duré 2 ans, et on a vu comment ça a pu réveiller un certain nombre de réflexes chez nous. Alors quand il y a danger, on est prêt à changer, et à changer totalement de mode, puisque finalement on ne sortait plus, et c'était bien d'entendre les oiseaux le matin quand on habitait en ville ou ailleurs, mais en même temps, quand on habitait en ville et qu'on est confiné dans les immeubles qui n'ont pas été conçus pour l'augmentation de la température en plein été, puisque ça a commencé le 20 février, hein, le confinement, c'est ça, hein, 20 février ou 20 mars, en plein été, 20 mars, eh bien, quand on est confiné dans un immeuble qui n'a pas été conçu pour résister, ou en tout cas pour emparer la chaleur, ça aurait pu se traduire par des vulnérabilités encore plus fortes. Dernier point, souveraineté du territoire, identité culturelle. Bon, prenons l'exemple du coronavirus. Plus d'activités culturelles éducatives pendant 2-3 mois, et le secteur culturel, le secteur éducatif a été bloqué. Et aller faire à la maison ce que vous faites à l'école, normalement, c'est pratiquement impossible. C'est possible, mais pour le commun des mortels, c'est pratiquement impossible. Donc, vous voyez que ces changements-là et cette vulnérabilité-là, elle est préoccupante si on ne prend pas garde à ça. Et il y a un dernier point sur lequel je voulais insister. Vous avez vu récemment, depuis quelque temps, des naufragés ou des exilés viennent à La Réunion. Qu'est-ce qui se passe? On les renvoie rapidement, très rapidement au Sri Lanka. Ce sont des exilés économiques, ce ne sont pas des exilés climatiques. Donc on n'est pas prêt, ni mentalement, ni psychologiquement, ni culturellement, à accueillir ces exilés. Et il y aura de plus en plus d'exilés climatiques. Madagascar est à moins de 800 km de chez nous. Mayotte est un territoire français, les Comores sont un territoire proche de Mayotte, les Seychelles, les Maldives ne sont pas plus éloignés de La Réunion que le Sri Lanka. Donc si on ne se prépare pas à accueillir ces réfugiés climatiques, ça va être réellement préoccupant. Je ne dis pas, comme Rocard l'avait dit à un moment, on n'est pas possible d'accueillir toute la misère du monde, mais il n'empêche que c'est dans notre environnement où il va y avoir bientôt 60 millions de Malgaches, dans 20 ans, 60 millions de Malgaches, avec les effets du changement climatique qui vont se répercuter d'ici 20 ans. Parce qu'on l'a dit, on le redit pédagogiquement, ce qui s'est passé il y a 20 ans impacte aujourd'hui, et ce qui se passe aujourd'hui impacte dans 20 ans ce qui va se passer. Et donc concrètement, ça veut dire qu'il faut se préparer à accueillir des réfugiés climatiques.
Qu'on le veuille ou non, il y aura des réfugiés climatiques à La Réunion. Je crois que c'est la dernière diapo. Je te laisse la parole, Sarah. Alors, sur la question de la vulnérabilité, on dit comment s'adapter, mais l'adaptation n'est pas suffisante. Il faut essayer d'agir à la source. Et l'exemple des 20 ans, je pense que Sarah l'illustrera mieux que moi sur la question de l'adaptation et de l'atténuation. Merci. On arrive sur la troisième étape de notre étude, et donc la proposition de piste d'action. Mais avant, il était essentiel de rappeler les deux jambes pour la lutte contre le changement climatique. Donc notre étude, elle porte sur l'adaptation, mais elle est bien indissociable de l'atténuation. Les deux sont intimement liés. L'atténuation, elle a pour but de venir modifier les émissions de gaz à effet de serre en les réduisant. Et elle est liée de facto à l'adaptation au changement climatique, qui a du coup pour but de pouvoir rendre des territoires résilients. Alors je ne voulais pas utiliser le mot de s'adapter, mais d'accepter les nouveaux contextes, les nouveaux climats du mieux possible pour pouvoir continuer un développement qui se veut le plus durable et le moins, on en revient à l'atténuation, le moins émetteur de gaz à effet de serre. Donc c'était juste de rappeler ce lien-là. Donc on a regardé un petit peu à l'échelle de l'océan Indien ce qui pouvait se faire en termes de projets et aussi de documents qui structurent un petit peu aussi la réflexion et les politiques publiques. Donc sur le côté gauche, il y a les projets d'adaptation justement à l'échelle de l'océan Indien. Donc on a parlé du projet Brio, donc où là on est vraiment dans le renforcement des services climatiques et sa territorialisation à l'échelle de l'océan Indien. Donc, qui est porté par le programme Adapt Action. Il y a aussi, on ne va pas tous les citer, mais le SWIOCOF, qui est du coup un forum annuel de prévision saisonnière, où il y a déjà une certaine gouvernance en fait, mise en place au niveau de l'océan Indien, puisqu'en fait ça regroupe à la fois les pays membres de la COI, et donc la Réunion, et certains pays d'Afrique du Sud, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, entre autres. Et donc là, il est question de présenter un peu des travaux et d'avoir des prévisions alors à l'échelle annuelle sur les précipitations, les cyclones, les températures. À La Réunion, on a identifié deux documents importants en matière d'adaptation au changement climatique. Donc il y a le SRCAE, qui est un des volets du SAR, donc le schéma d'aménagement régional. Donc on l'a dit, on l'a rappelé tout à l'heure, qui commence son processus de révision. Donc on est un peu sur le bon tempo pour pouvoir aussi alimenter ce SRCAE et pour pouvoir le faire ambitieux. Et puis les PCAET, donc on ne l'a pas rappelé, mais en fait dans la revue bibliographique qu'on a fait notamment à l'échelle de La Réunion et qui a permis aussi d'alimenter cette analyse des vulnérabilités, on a les plans climat, air, énergie, territoire. Donc il y a 3 intercommunalités qui l'ont déjà réalisé. La CINOR, la CIREST et la CIVIS. Ceux de la CASUD et du TCO sont en cours d'élaboration. Donc avant, c'était les PCET, il n'y avait pas la composante R qui a été rajoutée. Mais du coup, c'est vraiment les pierres angulaires de la stratégie énergétique des territoires à l'échelle de l'intercommunalité, donc qui propose un diagnostic, mais aussi un plan d'action. Là, par contre, le constat qu'on peut en faire, c'est qu'on répond un peu à des obligations réglementaires et qu'on pose un peu la question de la mise en opérationnalité concrète de ces actions. Voilà, mais en tout cas, ils ont le mérite d'exister. Alors, on a essayé de réfléchir à notre niveau sur qu'est-ce que pourrait être la stratégie d'adaptation du changement climatique et comment on pourrait la construire. Donc, c'est une première ébauche, une première réflexion. Mais en tout cas, on souhaitait à la fois se baser sur ce qu'on appelle RETEX, donc des retours d'expérience réussis. Donc, il y a par exemple l'exemple des AMP, des aires marines protégées, donc qui ont pour but de conserver et de préserver la biodiversité marine. Il y a des exemples qui fonctionnent assez bien à l'échelle de l'océan Indien en termes de mise en pratique et puis de gouvernance. Et il nous semblait important, et Jules va le rappeler juste après, de pouvoir renforcer l'éducation populaire. On a tous conscience aujourd'hui que les enfants sont assez sensibilisés dans les écoles sur le changement climatique et les enjeux environnementaux d'une manière globale, mais il y a quand même quelque chose à jouer sur les adultes, de manière à ce que ce sujet soit pleinement pris en considération et qu'on ne change pas juste nos attitudes,
parce qu'on le remarque depuis quelques années, et notamment depuis la crise Covid, il y a un changement des attitudes. Tout le monde en France, à La Réunion, a plus ou moins entendu parler du changement climatique, mais la mise en pratique, elle reste encore difficile. Elle n'est pas que individuelle, on l'a vu avec l'exemple de la voiture, si à un moment on n'a pas des politiques publiques de transport en commun efficaces, on continuera à prendre la voiture. Donc les deux sont liés. Donc ce qui nous a semblé manquant au cours des entretiens et puis de cette étude, c'est une gouvernance, pouvoir avoir une gouvernance climatique. Je n'en dis pas plus, Jules vous la présentera dans la slide après. Et ensuite on a repris les sujets, les enjeux, les thématiques qui nous semblaient vraiment essentielles à reprendre, donc la biodiversité, et la préservation et conservation des milieux naturels, l'agriculture, et on rappelle l'objectif d'autonomie alimentaire qui a été fixé par le conseil départemental d'ici 2030, donc bientôt, demain, l'eau, essentielle à toutes ces thématiques et sous toutes ces composantes, l'aménagement, avec la question de la construction durable, de l'aménagement du territoire, de la lutte contre les îlots de chaleur urbains, les transports, mais aussi la gestion des risques, et enfin l'économie, pour savoir comment on peut s'inscrire dans une économie résiliente et fonctionnelle. Donc là, ce qu'on va vous présenter, ce sont des pistes d'action assez brèves, on ne rentre pas dans les détails par thématique. Dans le cahier des charges du Conseil de la culture, c'était effectivement d'arriver à déterminer un certain nombre de pistes d'action, mais de ne pas entrer dans le détail des actions, sachant que le Conseil de la culture souhaitait, dans sa démarche, dans un deuxième temps, associer les forces vives à l'élaboration des fiches actions. Donc ça, c'est ce qui a été présenté par Axel et Monsieur le Président du Conseil de la Culture. Donc on est resté réellement sur des choses qui sont plutôt des pistes que des actions, et sur des choses qui sont tout à fait, entre guillemets, aujourd'hui ajustables en fonction du contexte. Par exemple, le SAR est en train d'être révisé. Qu'est-ce qui peut être fait en termes de propositions, de participation à l'élaboration de la révision du SAR? La question de la gouvernance est une question importante. Je vais vous donner un exemple. Mes enfants ne sont plus en âge que je les conduise dans ma voiture personnelle à l'école, mais à l'époque, j'avais 2 enfants que je déposais à l'école. Et j'avais toujours souvent une bouteille d'eau en plastique ou une bouteille de limonade. Soup Shopping, là, je fais pas de pub, mais au citron, là, vous voyez. Et c'est mes enfants qui me disaient, papa, jette pas ta bouteille par la fenêtre. Ne jette pas ta bouteille par la fenêtre. Qu'est-ce que tu vas faire? Je prenais la bouteille comme ça, je la reposais. Parce que la tentation effective, c'est de dire, le geste qu'on fait n'est pas important, donc les autres seront là pour corriger ce geste-là. Et la gouvernance dans ma famille, c'était les enfants. Ici, on est une famille qui est indienne-océanique. Malheureusement, si je suis seul dans ma voiture, je jette la bouteille. Si on regarde les autres autour et qu'on prend en compte ce qui se passe à Madagascar, à Maurice, aux Seychelles, à Mayotte, on se rend compte de la nécessité d'une gouvernance à plusieurs dans cet océan Indien qui nous concerne tous, puisque ce qui se fait à La Réunion va impacter Madagascar, ce qui se fait à Madagascar impactera Mayotte ou les Seychelles ou les Maldives, et donc il est nécessaire d'avoir cette gouvernance climatique commune. Alors c'est peut-être une expression de rêve, mais si on se met à rêver ensemble, ça peut devenir la réalité demain. La Commission de l'océan Indien, elle a été rêvée avant d'être existée. Aujourd'hui, on peut dire beaucoup de choses de la Commission de l'océan Indien, mais elle existe. Donc cette gouvernance commune climatique, elle est nécessaire. Mais elle est nécessaire aussi bien au niveau de la Réunion, entre les institutions, les collectivités et les services de l'État, mais elle est nécessaire aussi au niveau global de l'océan Indien. Alors quel outil, on ne sait pas, mais en tout cas, il est important qu'on regarde cette gouvernance climatique régionale, tout simplement parce que ce que je fais ici impacte, c'est la fameuse théorie du papillon, là. Papillon qui bat les ailes dans l'océan Indien peut provoquer un cyclone dans le Pacifique. Il y a des cyclones dans le Pacifique ou hurricanes. Et donc, concrètement, ce qu'on fait aujourd'hui ici impacte aussi notre environnement proche et lointain. Alors, on est bon à La Réunion pour avoir des données. On est bon pour observer, pour collecter ces données, mais qu'est-ce qu'on en fait après si on ne les diffuse pas? Si on ne les diffuse pas, ça ne sert à rien d'avoir ces données. Et si on les diffuse dans les milieux d'experts, ça sert à faire des belles analyses, mais ça ne se transforme pas forcément en action. Et donc, comme le disait Sarah tout à l'heure, la question de la diffusion de l'information, de la sensibilisation et de la, comment on dit, vulgarisation de ces données est importante. Elle est importante parce que la prise de conscience, Sarah le disait, chez les enfants, elle existe. Il y a plein de choses qui... Clara, comment elle s'appelle? Thunberg? Greta, elle est beaucoup moins âgée que moi. On peut dire qu'elle est encore jeune.
Mais nous, adultes, qui nous sensibilise dans les ménages, qui nous sensibilise à cette question-là, si ce n'est la possibilité de le faire à travers les réseaux d'éducation populaire. Or, si on regarde, et on l'a regardé, l'état des réseaux d'éducation populaire à La Réunion, j'ose m'engager, ça c'est un propos qui n'engage que moi, les réseaux d'éducation populaire à La Réunion ont disparu. Je ne dis pas qu'ils ont été sacrifiés, ils ont disparu. Et c'est effectivement là où on peut avoir de la sensibilisation des adultes, des parents, des familles sur la question du changement climatique et des actions qu'on peut faire à notre niveau. Merci. Donc j'avais devancé la diapo, mais ce qui est important, c'est que tout ça converge vers l'intégration dans nos modes de vie de la préservation de notre environnement. Alors on l'a fait depuis longtemps, on le fait nous à notre niveau, mais comment on le fait de manière générale et dans les politiques globales? Il y a un certain nombre de volontés qui se sont exprimées. On verdit les bâtiments, on verdit... Qu'est-ce qu'on fait encore? On met des jardins partagés, des choses comme ça, mais on n'intègre pas forcément la question de la biodiversité dans nos pratiques quotidiennes. Et ça, c'est important. Alors, il y en a qui diront, ah, moi, si, la biodiversité, m'y utilise, moi, parce que m'y prend tisane fleur jaune. Mais c'est pas simplement le côté utilitariste. C'est aussi comment on l'intègre dans notre environnement quotidien. Il y a des jardins partagés, là, ici. Alors, je fais pas de publicité, mais il y a eu des routes où on a eu la préoccupation de mettre des plantes, entre guillemets, endémiques. Bon, je donne pas d'exemple, vous voyez quand vous allez dans l'Ouest. La question de l'agriculture. Là, le coronavirus a été un révélateur. Du jour au lendemain, les grandes surfaces étaient ouvertes, les marchés forains étaient fermés. Le seul endroit où on pouvait acheter des légumes, dans les grandes surfaces. Qu'est-ce qu'a fait le Réunionnais dans son bon sens? Il a essayé de chercher des circuits courts, c'est-à-dire d'aller directement voir le producteur. Le Conseil général, je crois, avait lancé une initiative, mais le Réunionnais, dans ses habitudes, soit il a replanté dans sa cour, et c'est ce que j'ai fait, moi, patates douces, tout ça là, parce que j'avais un peu de terrain, mais beaucoup de Réunionnais ont cherché à aller directement chez le producteur. Et là, on voit bien que ces réflexes de survie qu'on avait depuis 2-3 siècles peuvent être réalimentés, réanimés. Et concrètement, c'est ce vers quoi tend l'agriculture réunionnaise. De plus en plus, on est passé d'une culture ou d'une stratégie d'import-distribution, d'import-substitution. On produit ce qu'on mange. Ici, à La Réunion, on arrête de les importer. Et on est venu aujourd'hui dans une stratégie d'import-distribution. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de production locale de ce qu'on mange localement. Et donc, ça veut dire qu'on doit réactiver ces circuits courts, faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'agriculteurs, et ces agriculteurs qui respectent leur environnement. En général, ils le font, hein. Mais dans les grandes cultures industrielles, c'est différent. Si vous cultivez une culture qui a vocation à être transformée industriellement, vous travaillez sur des grandes masses, et donc, fatalement, vous êtes pratiquement obligé, dans les théories de l'économie moderne, d'utiliser des intrants, qui soient pesticides, engrais, etc., intrants chimiques. Si vous travaillez sur des cultures de courte rotation et dans des circuits courts, vous n'êtes pas sur la production intensive et donc la qualité de la production peut être améliorée. Alors c'est important de le rappeler, l'agriculture, parce que quand même, un des défis de la Réunion, c'est d'arriver à être autonome de manière alimentaire. Alors certains diront non, ce ne sera jamais possible, d'autres diront on peut le faire à son niveau. Le débat est ouvert, mais ce qui va clore le débat, c'est l'action. Et c'est pour ça que le Conseil de la Culture vous invitera dans un deuxième temps à réagir par l'imagination et la conception d'action. Protection de la ressource, c'est important, on l'a parlé quand il s'agit de l'eau. Et puis surtout, il y a une aberration dans laquelle on est aujourd'hui. Je vais donner quelque chose qui est assez scatologique. Vous mettez 6 litres d'eau dans votre toilette pour évacuer ce qu'on a mangé à midi. 6 litres d'eau potable. 6 litres d'eau potable, alors que 6 litres d'eau, ça peut faire vivre une famille. Et nous mettons cette eau-là, qui est traitée, qui est potabilisée, dans nos toilettes. Il y a eu pas mal d'études qui ont été faites pour la réutilisation de l'eau. Nous, anciennement, on avait des citernes d'eau. Alors, je ne dis pas qu'il faut revenir 20 ans en arrière. Beaucoup de gens disent « Ah, Dieudonné, il veut qu'on revienne 20 ans en arrière. » Non, il faut être rationnel. La ressource, le gisement va diminuer. Est-ce qu'on continuera à mettre 6 litres d'eau dans nos toilettes? Question. La question de l'eau urbaine, mais la question de l'eau agricole. Aujourd'hui, les agriculteurs, souvent, arrosent leur production avec de l'eau potable.
subventionnés. Et donc, nous avions une politique, il y a quelques années de ça, peut-être une vingtaine, trentaine d'années, de mettre en place des retenues collinaires. Nous ne parlons pas des bassines telles qu'ils font débat en France, avec puiser l'eau dans un nappe phréatique pour la mettre dans des grandes bassines. Non, on parle de simplement, quand la pluie arrive, de capter cette eau-là, de ralentir son arrivée à la mer et d'avoir une ressource en eau qui, de toute façon, ira à la mer. Mais elle ira plus rapidement à la mer si on ne la capte pas en amont. Mais ce qu'on va capter pour l'agriculture ne représente pas et ne risque pas de casser, de rompre le cycle de l'eau. Puisque depuis des millénaires, l'eau, quand elle arrive, elle est abondante à La Réunion. C'est quand elle manque qu'on se rend compte de je trouve plus le mot, la fugacité de son abondance. Elle est abondante de temps en temps, mais elle disparaît très rapidement. Et donc, avoir une politique de retenue collinaire pour l'eau agricole, pourquoi pas, mais ce sont des pistes d'action, ce ne sont pas des actions qu'il faudra peut-être élaborer en atelier ou selon le format que le CCE voudra donner. Voilà pour la partie eau. Aménagement du territoire. Tout à l'heure, je n'ai pas insisté suffisamment sur les îlots de chaleur urbaine. Sarah l'a rappelé au mode, en tout cas les deux ont parlé du nombre de jours de chaleur et du nombre de nuits de chaleur. Alors attention, c'est pas chaleur tropicale sur Freedom, hein. Le nombre de nuits chaudes et le nombre de jours chauds, qui va augmenter un tiers de l'année, 120 jours, si on ne fait rien. C'est ça, hein, 120 jours. Ce qui veut dire que ce que je décrivais du confinement pendant 2 mois, 3 mois en plein été, dans un immeuble qui n'a pas été conçu, etc., ça veut dire que ces îlots de chaleur urbaine, parce que la demande en logement est toujours forte, je dis bien logement, je ne dis pas habitat. La demande en logement est toujours forte. Ça veut dire que si on ne prend pas garde à la façon de concevoir ces îlots urbains, il y aura fatalement des îlots de chaleur urbaine. Or, il y a des solutions. Il existe des solutions, il y a des pistes qui ont été creusées. Les scientifiques, notamment une composante du laboratoire Piment avec qui on a travaillé, a des solutions en utilisant, par exemple, des biomatériaux, ou en faisant évoluer la conception des bâtiments lorsqu'on dit, oui, mais de toute façon, on peut faire autrement à La Réunion que de concentrer l'habitat. Eh bien, pour concentrer l'habitat, on monte dans des tours et on utilise le moins de surface au sol. Sauf que la surface au sol, elle est toujours contrainte par le nombre de voitures en pied d'immeuble. Et donc, il y a des solutions. Pourquoi ne pas faire les parkings d'immeubles sous les immeubles? Pas en souterrain, ça coûte cher, mais sur pilotis ou sur pilot, je ne sais pas comment on dit pour les techniciens, les immeubles dalles, sous dalles, et dessous, les immeubles, les parkings à voiture. Mais tout le reste du sol est vert. Et verdi, c'est comme ça qu'on dit, verdi. Voilà, déplacement et transport, important, politique ambitieuse de déplacement. Là, il y a une volonté qui est marquée depuis 30 ans, mais depuis 30 ans, on ne voit rien. On ne voit rien, c'est-à-dire qu'on est toujours à dire il faut mettre des bus, on est toujours à dire il faut faire quelque chose, mais rien n'est fait. Et donc, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque, je ne parle pas de simplement du nombre de routes, mais des émissions de gaz à effet de serre, des 35 000 véhicules qui s'additionnent tous les ans. Donc il y a forcément cet aspect-là des choses à prendre en compte dans le risque et dans les qualités, en tout cas la qualité de l'aménagement du territoire. Le 5e point, je crois qu'il y avait une 5e diapo, voilà l'économie. Alors, c'est toujours délicat, et nous ne sommes pas des économistes, c'est toujours délicat de parler de l'économie parce qu'il y a plusieurs écoles, il y a beaucoup d'écoles. Nous, on est arrivé à la synthèse suivante, c'est qu'en fait, il fallait, si on veut avoir une économie résiliente, limiter les importations. Or, dit comme ça a l'air d'être un vœu pieux aussi, mais c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous regardez le panier de la ménagère qui est affiché à l'entrée des grandes surfaces. Faites cet exercice-là. Pizza importée, frites surgelées, etc. Mais bien sûr, moi je ne suis pas contre la modernisation ou le modernisme, mais quand même, mettre ça en premier lieu comme une nourriture de base, ça paraît être important et grave. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour moins dépendre de l'extérieur? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc là, les politiques publiques ne sont pas suffisamment tranchées. Je n'ai pas dit tranchantes, hein, suffisamment tranchées. Et donc il y a forcément une réflexion à avoir sur ce côté-là des choses. Et bien sûr, puisqu'on dit importation, on dit génération de déchets. Je ne dis pas que l'importation génère tous les déchets qu'on produit à La Réunion, mais dès le moment où vous importez, il y a de l'emballage. Dès le moment où il y a de l'emballage, il y a différents matériaux. Et on l'a visité la semaine dernière, c'est ubuesque et en même temps surréaliste, quand on voyait
les tractopelles trier les déchets sur la plateforme qu'on a visitée là dans le sud et les volumes de déchets qu'on produit à La Réunion. Qu'on produit à La Réunion parce que la consommation a suivi la croissance. Donc certainement, il y a des choses à faire. Et puis le dernier point, des pistes qu'on a détectées, c'est finalement, nous sommes, enfin moi en tout cas, peut-être moins Sarah et Maude, on fait partie d'une génération où le patrimoine était important, il fallait posséder. Et de plus en plus, on se dit, mais à quoi sert de posséder le bien si on peut en avoir l'usage et ne payer que l'usage? Et posséder le bien, c'est privatiser le bien, alors que posséder et ne payer que l'usage, c'est le mettre à disposition de tous. Et donc, ça s'appelle, dans le jargon des économistes, l'économie de la fonctionnalité. À La Réunion, on n'a pas suffisamment développé cette économie-là, et peut-être qu'il y a des pistes et des actions à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique, à la fois sur le côté adaptation et sur le côté atténuation. Je pense que c'est la dernière, je ne suis pas sûr. Ah, c'est à Sarah de prendre la parole sur les perspectives, c'est ça? Donc voilà, les perspectives, elles découlent de ce que je vous ai dit là, mais il y a certainement d'autres perspectives à analyser avec vous. Je laisse la parole à Sarah. La présentation se termine, donc j'espère qu'on a été ni trop long ni trop assommant. Mais du coup, donc, on l'a rappelé, enfin M. Waro l'a rappelé en introduction, les suites de cette étude, donc d'abord ce sera de la faire rayonner et la présentation et votre présence aujourd'hui en sont le premier jalon. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le redis, l'étude, le rapport complet sera disponible sur le site du CCE. La suite, ce sera d'enclencher la phase 2 avec la mise en place opérationnelle donc d'un plan d'action, donc de reprendre ces pistes d'action et de les faire bouger, évoluer et de co-construire ce plan d'action ensemble afin qu'il soit approprié par tous et le plus efficace possible. Donc dans le courant de l'année, et le CCE reviendra vers vous pour le mode d'animation et de co-construction qui sera choisi. Voilà, j'en termine là et puis je laisse la parole à Daniel qui va prendre la suite. Est-ce qu'il mérite des applaudissements?